Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Alors dans notre congrès sur cette thématique de l'espérance malgré ce défi sanitaire, les défis sanitaires, j'ai à cœur de vous présenter aujourd'hui le défi des dérèglements immunitaires. Alors tout d'abord le système immunitaire, l'expliquer et le faire comprendre, c'est déjà un défi en tant que tel. Et parfois, comme on dit, un bon dessin vaut mieux que beaucoup d'explications. Alors voilà, en quelques diapos, avec quoi on pourrait synthétiser le système immunitaire. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, voilà, le schéma s'explique de lui-même, c'est très complexe, et évidemment, ça ne sera pas mon propos dans cet exposé d'essayer d'être complet sur l'explication du système immunitaire, mais plutôt de proposer un petit peu de comprendre quel est le rôle du système immunitaire et secondairement de pouvoir essayer de comprendre quel dérèglement on peut voir couramment et quelques solutions pragmatiques, concrètes qu'on peut mettre en place. Alors tout d'abord, au niveau du rôle du système immunitaire, on va avoir en premier point la reconnaissance du soi, c'est-à-dire que le système immunitaire, c'est un système qui va pouvoir définir qui est l'organisme, en fait, à qui appartient l'organisme, et de pouvoir différencier ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Un deuxième point du système immunitaire, c'est ce qu'on appelle l'identification des agents pathogènes, que sont donc les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, et le système immunitaire va organiser une défense en fait avec face à ces agents pathogènes. Un troisième point, c'est le nettoyage des cellules vieillissantes, comme par exemple des globules rouges qui sont arrivés en fin de vie, vont devoir être détruits. C'est notamment la rate qui fait ce travail. Et puis, un dernier point, c'est la reconnaissance des cellules dites anormales, donc parmi lesquelles on va retrouver notamment les cellules cancéreuses, et également toute cellule qui n'appartient pas au corps. Par exemple, si vous faites un don du sang, lorsqu'on va utiliser votre sang, il sera important de pouvoir donner vraiment le groupe qui bien sûr correspond à la personne auquel on donne ce sang, sinon son système immunitaire va attaquer et détruire ces globules rouges. Donc voilà. Alors je vous ai mis quelques quelques photos. Là vous avez en fait en image ce que peut voir votre biologiste lorsque vous faites une prise de sang. Et donc les cellules qui sont colorées en violet sont des cellules du système immunitaire. Celles que l'on retrouve en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle un monocyte. Et plus bas, avec des petits noyaux colorés, plusieurs comme des petits grains de raisin, ce sont des polynucléaires neutrophiles. Et donc ça, quand vous prenez votre prise de sang, vous pouvez regarder sur votre prise de sang, vous allez retrouver neutrophiles dans les globules blancs, donc les leucocytes. Vous allez retrouver neutrophiles, monocytes, éosinophiles, etc. Donc voilà, et ils sont au milieu de globules rouges. Toutes les autres cellules non colorées, là, sont des globules rouges. Là, je vous ai mis en photo, au microscope électronique à balayage, ce qu'on appelle, enfin voilà, c'est un lymphocyte. Donc pareil, dans votre prise de sang, vous pouvez regarder sur vos résultats, vous pouvez trouver lymphocytes, qui sont des globules blancs très impliqués dans la défense, notamment contre tout ce qui est viral. Et puis une dernière, donc là c'est pas une photo, c'est une image de synthèse, c'est ce qu'on appelle un macrophage, et donc une cellule immunitaire qui va, qui va en fait manger les bactéries. Donc là on la voit en train de manger des bactéries, on voit les différentes phases d'ingestion et de digestion de la bactérie. Donc voilà, on voit que c'est tout un monde qui se passe à l'intérieur. Alors, donc effectivement, comme je disais, c'est que c'est un système en fait qui implique des acteurs que sont notamment les leucocytes, donc qu'on appelle couramment les globules blancs. Alors, du coup, ce système immunitaire, c'est un système très très fin, parce qu'il doit agir, mais pas trop. S'il n'agit pas assez, on ne se défend pas, et on voit que c'est une balance vraiment très fine. Alors, ceux qui sont un peu du médical reconnaissent des choses dans ce schéma, ce n'est pas le propos de l'exposer, mais de retenir effectivement que c'est un système d'une grande finesse, et des choses peuvent l'activer ou le rendre un peu plus faible. Alors, on parle de dérèglement immunitaire, et donc quand on parle de dérèglement, d'abord, quel type de dérèglement ?
Donc, un premier point, c'est lorsqu'il y a une suractivité, un emballement, une accélération de ce système immunitaire, il va y avoir des réactions inappropriées, trop fortes, et c'est là qu'on peut constater des réactions type allergique ou dans ce qu'on appelle les pathologies, les maladies inflammatoires. Voilà. Donc c'est un premier point, plutôt quand c'est en accélération. Lorsque le système est plutôt en sous-activité, là on va plutôt voir tout ce qui est immunodéficience. Et donc une immunodéficience que tout le monde connaît, c'est le sida, qui est le syndrome d'immunodéficience acquise, à l'opposé de certaines qui sont primaires, qu'on peut avoir depuis la naissance. Mais dans le sida, c'est un virus qui s'est attaqué à certains lymphocytes, justement, et qui rend cette fragilité au système immunitaire. Un troisième point, c'est effectivement lorsque le système immunitaire se trompe de cible. S'il se trompe de cible, il va envoyer des anticorps, donc des combattants, contre des cellules qui lui appartiennent. Il attaque son propre camp. Et donc là, c'est l'auto-immunité. Et puis un dernier point, c'est ce qu'on appelle l'immunosénescence. Donc c'est lié au vieillissement. Dès que l'âge avance, le système immunitaire peut être moins performant et on peut avoir effectivement une fragilité. Et donc ça concerne tout le monde. Alors, en quelques chiffres, on peut déjà s'intéresser effectivement... Pourquoi en fait s'intéresser à ces dérèglements immunitaires? Tout simplement, c'est que ça touche beaucoup de monde. Notamment, alors si on s'intéresse aux allergies, effectivement, ça toucherait entre 20 et 30% de la population. Avec quelques exemples, par exemple pour l'asthme, on a 7 à 10% de personnes qui sont concernées. Pour tout ce qui est allergie cutanée, donc ce qu'on appelle la dermatite atopique, ça peut représenter 15 à 20% de la population. Et puis pour les allergies alimentaires, donc 5%, plutôt ça concernerait 5% des enfants. Concernant les maladies auto-immunes, et tout ce qui est maladies auto-immunes et inflammatoires, ça représenterait autour de 8% de la population, mais dans ces 8%, donc ça serait près de 78%, près de 80% des concernés sont des femmes. Donc dans ces maladies auto-immunes et inflammatoires, je vous en ai mis quelques exemples de pathologies que vous avez déjà entendues. Il y a quasiment 100% des personnes qui ont vu autour d'eux des gens touchés plus ou moins par ces pathologies, donc comme par exemple le diabète de type 1, la thyroïdite, donc l'atteinte de la thyroïde, la polyarthrite rhumatoïde, donc plusieurs atteintes articulaires, la maladie de Crohn, qui est une maladie qui s'attaque en fait au système digestif, une maladie inflammatoire. Et puis le dernier point, comme je disais tout à l'heure, l'immunosénescence, c'est effectivement 100% de la population, puisqu'on est tous appelés à vieillir. Voilà. Alors, un petit point d'éléments qui sont scientifiquement démontrés, en fait, entre certaines pathologies et certains points d'influence. Alors, d'abord, concernant les allergies, quand on parle d'allergie, l'allergie, c'est une surréactivité. C'est un système qui va s'emballer pour une raison qui n'aurait pas dû en être la cause. On pourrait illustrer ça si par exemple vous avez un gravier dans votre chaussure, vous n'allez pas mettre une grenade pour faire partir le gravier. Eh bien, dans l'allergie, certaines personnes, face à ce qu'on appelle un allergène, donc un élément qui va rentrer dans le corps, qui n'aurait pas dû être considéré comme un ennemi, mais le corps va le considérer comme un ennemi et va mettre un branle-bas de combat pas possible. Et certains pourront vivre jusqu'à même risquer leur vie face à un petit grain de quelque chose qui va faire réagir leur système immunitaire. Alors, des choses qui sont impliquées dans l'allergie, premièrement, c'est que ça touche toujours, c'est un terrain particulier, et sur un même terrain, certains vont développer des allergies plus ou moins fortes. Donc le premier point, c'est la génétique, et le terrain, on appelle le terrain atopique. Le terrain atopique, c'est le fait de faire différents types de symptômes, comme de l'eczéma, comme la rhinite allergique, comme de l'asthme. Ça touche différents lieux, mais le même mécanisme est impliqué pour tout ça. Donc là, la génétique est très importante. Une autre chose qui peut expliquer l'explosion des allergies depuis les 10 années passées, en fait les plusieurs dizaines d'années, on voit vraiment une augmentation du nombre de personnes allergiques. Et là, il y a des approches qu'on dit hygiénistes, ou de façon, sans rentrer dans les détails, le fait d'être dans un environnement moins
concerné par les agents infectieux, notre système immunitaire, au lieu de s'occuper des problématiques infectieuses, les problématiques de tolérance et de réactivité dans le monde allergique, c'est comme si le système immunitaire va être dévié dans cette direction. Et des études ont montré que un enfant qui aurait grandi à la campagne présenterait statistiquement moins d'allergies qu'un enfant qui a grandi dans une maison très aseptisée, entre guillemets. Voilà un deuxième point. Un troisième point qui est vraiment impliqué actuellement, c'est toutes les problématiques de microbiote et d'hyperméabilité intestinale, de troubles fonctionnels intestinaux. En gros, notre intestin est vraiment colonisé par énormément de bactéries qui sont en symbiose avec nous, qui travaillent avec nous et qui ont un rôle tout à fait essentiel. Mais le déséquilibre de ces bactéries vont, sur le temps, provoquer une inflammation au niveau du système digestif, au niveau de l'intestin. Et notre intestin, qui est une barrière entre l'extérieur et l'intérieur du corps, c'est vraiment une douane par laquelle ne doit passer que ce qui est décidé. Et quand le microbiote, les bactéries sont déséquilibrées, eh bien, sur le temps, cette douane va commencer à laisser passer des choses qui ne devraient pas passer, et le système immunitaire va surréagir, et ça peut entretenir l'état inflammatoire de l'organisme. Et un dernier point, ça peut être le stress, effectivement, où le stress ne va pas être déclencheur de l'allergie, mais il peut être favorisant en fait de poussée allergique, de relance de ces allergies. Pour continuer, en fait, au niveau des maladies auto-immunes et maladies inflammatoires, qu'on regroupe souvent ensemble, c'est un panel de plus de 80 maladies. Donc évidemment, on ne va pas faire le tour de toutes ces maladies, mais quelques exemples. Oui, enfin déjà, juste pour expliquer, dans la maladie auto-immune, généralement, on va retrouver des anticorps qui vont attaquer l'organisme. Les anticorps, normalement, sont fabriqués par les globules blancs pour aller attaquer les agents pathogènes, les bactéries, les virus, etc. Et là, ils se mettent à attaquer notre propre corps, un organe ou plusieurs organes. Dans les maladies inflammatoires, on note une inflammation qui ne cède pas, qui ne s'arrête pas. Et normalement, l'inflammation, c'est quelque chose qui n'est pas anormal, c'est quelque chose de physiologique. Vous êtes tous ou cognés quelque part, et vous avez pu remarquer une grosse réaction, où vous avez pu voir qu'il y a de la chaleur, il y a une rougeur, il y a de la douleur. Donc ça, c'est des choses classiques de l'inflammation. Et l'inflammation, à la base, elle a un rôle de réparation. Mais cette inflammation, si elle perdure, elle va avoir un rôle au final de destruction. Et donc, dans les maladies inflammatoires, on note effectivement cette inflammation qui ne se termine pas. Et en fait, quand il y a effectivement une réparation à faire, au bout d'un moment, il faut ranger le matériel et on passe à autre chose. Mais dans les maladies inflammatoires, ça dure et au lieu de réparer, de finir de réparer, ça va aboutir à une destruction de l'organe. Alors, donc, dans quelques exemples de pathologies qu'on peut citer en fait dans les maladies inflammatoires, il y a par exemple tout ce qui est maladies inflammatoires de l'intestin, qui va être pas mal favorisé par le tabagisme, par le stress. Le stress ne provoque pas, mais il fait une relance des problématiques. Bizarrement, dans les pathologies inflammatoires de l'intestin, le côté nutrition ne va pas être tant impliqué que ça, mais il a quand même un rôle. Un autre exemple, ça peut être pour la polyarthrite rhumatoïde, où bien sûr la question de la génétique va être très impliquée. On sait aussi que le fait d'être du sexe féminin favorise beaucoup. Il y a beaucoup plus de femmes qui ont une polyarthrite rhumatoïde que d'hommes. Également le tabac et puis le rôle toujours du microbiote, donc ces bactéries de l'intestin qui vont être impliquées dans des problématiques auto-immunes. Un dernier exemple, ça peut être aussi les scléroses en plaques. Bien sûr, le rôle de la génétique est tout à fait impliqué. Des choses aussi intéressantes, ça peut être des carences en vitamine D, peuvent être liées aussi à une importance de crise, donc voilà, qui peuvent jouer un rôle. Également, le tabagisme peut être impliqué dedans. Donc voilà. Alors, donc voilà quelques exemples de choses qui peuvent effectivement toucher les maladies auto-immunes. Et bien sûr, d'une maladie à l'autre, l'importance de la nutrition va être
différentes. Voilà. Donc il y a des pathologies pour lesquelles le rôle de la vitamine D, des oméga 3 va avoir vraiment un rôle tout à fait important. Alors, c'est quelques exemples pour aussi parler en fait de la complexité de ce système immunitaire. Le système immunitaire, on peut s'intéresser à ces petits globules blancs, mais en réalité, c'est vraiment un système qui est très très global. Et on parle même de système neuro-immuno-endocrinien. Parce que ça concerne effectivement le système nerveux, les hormones et l'immunité. On va dire c'est un triptyque qui vraiment travaille tout en interaction. Et si, par exemple, je vous illustre ça, si, par exemple, je suis touché par un virus un peu fort au niveau de ma gorge, au départ, il va y avoir une congestion. Cette congestion, c'est le système nerveux qui s'en occupe. Puis, cette congestion, si le virus vraiment envahit, il va y avoir une réaction générale. Et cette réaction générale, ça va être effectivement du système nerveux, de l'hormonal et de l'immunitaire. Les trois vont être impliqués. Et là où c'est intéressant, c'est de voir que si, par exemple, imaginez que je suis en stress chronique, parce que c'est mon mode de travail, parce qu'au niveau familial c'est compliqué, un stress chronique va avoir une sollicitation du système nerveux, va avoir une sollicitation aussi de la surrénale, cette glande au-dessus de nos reins qui sécrète le cortisol, qui au départ aide l'organisme à se mobiliser, mais si ce stress y continue, ça va au contraire créer plutôt des immunosuppressions. Et donc on voit que le contexte de vie dans lequel on est va impacter. De la même façon, si mon système immunitaire, mon système digestif est vraiment inflammatoire, ça a un impact avec tout le système immunitaire digestif. Donc c'est un tout. Et là où c'est intéressant, c'est que sur ce tout, on peut essayer de jouer sur un certain nombre de choses. Alors quelle solution ? Pour quelques solutions un petit peu pragmatiques, il y a effectivement, bien sûr, tout le rôle de la nutrition. Dans la nutrition, si vous visez le fait d'être plutôt avec un profil alimentaire plutôt riche en légumes, légumineuses, céréales complètes et plutôt pauvre en protéines animales, ce sont des choses qui ont démontré leur effet au niveau de beaucoup de maladies de civilisation, le cardiovasculaire et le neurodégénératif, le côté cancéreux, mais également les maladies auto-immunes et inflammatoires. Alors, dans la nutrition, plus précisément, effectivement, donc peu de protéines animales, et on peut aussi conseiller par exemple le jeûne intermittent qui a montré des diminutions de certains facteurs inflammatoires. Sur la nutrition encore, au niveau de certains micronutriments vraiment intéressants, il va y avoir la vitamine D. Et la vitamine D, on dit qu'elle est immunomodulatrice. Ça veut dire qu'elle est ni très stimulante, ni abaissante pour le système immunitaire, mais simplement elle va vraiment jouer un rôle de régulateur en fait. Et là, c'est vraiment intéressant. Un autre point très important, ce sont les oméga 3. Donc les oméga 3, ce sont un type de graisse de très bonne qualité et qui vont avoir un rôle pour lutter contre l'inflammation. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans l'immunité. Et puis par rapport à cette saison actuelle, parce que c'est l'automne, parce que ça va être l'hiver, et puis bien sûr avec toute la question du Covid, eh bien des choses comme le zinc ou la vitamine C peuvent être vraiment des outils prédominants, intéressants à ne pas manquer pour soutenir l'immunité. Un autre point sur lequel on a parlé tout à l'heure, c'est effectivement toute la qualité digestive avec la qualité du microbiote, c'est-à-dire la qualité de nos bactéries, et de la question de la perméabilité intestinale, c'est-à-dire le rôle de barrière que joue l'intestin, qui doit être de bonne qualité. Cette barrière doit être de bonne qualité, sinon, effectivement, il y a une surstimulation au niveau de l'immunité. Et donc, si par exemple, de façon permanente, il y a des douleurs digestives, beaucoup de ballonnements, un transit qui est perturbé, etc., ça peut être intéressant de se poser la question de la qualité du système microbiotique en fait au niveau de l'intestin. Un avant-dernier point, c'est l'exercice physique. Alors l'exercice physique, vraiment en soutien de l'immunité, est très intéressant. Si on fait un exercice très fort et prolongé, ça peut nous amener à une immunodépression. Mais un exercice modéré et régulier
à montrer vraiment une capacité de soutien de l'immunité, et notamment chez la personne plus âgée. Et toutes les pathologies respiratoires, chez quelqu'un qui va faire un sport régulier, va être donc le système respiratoire sera renforcé par cette activité physique. Donc là, pour être très intéressant. Et puis je voulais terminer avec la question de gestion du stress, de l'anxiété et de la colère, en fait, où d'une part un stress chronique peut être source d'une dépression, mais également il y a des études qui montrent des liens entre la colère et l'anxiété et certains globules blancs qui diminuent. Et là, si vous voulez, pour moi, ça sera vraiment aussi une ouverture vers l'espérance qui nous anime, et parce que malgré tout, c'est au centre de nos vies aussi ce qui doit poindre et rester, c'est vraiment l'espérance que nous avons en Christ. Et en ce sens, au-delà des études, au-delà de ce qui est démontré, de ce qui est prouvé, parfois on peut aussi essayer de se revenir au terre à terre et de voir comment Jésus en fait nous donne des lois de vie et parle à notre cœur. Effectivement, au niveau de ce qui est la dynamique du pardon, la dynamique de l'espérance, de ne pas rester focalisé sur le stress et sur l'anxiété de ce jour. Et c'est vrai que je pense à deux versets. Quand les apôtres disent, quand ils nous parlaient, on se souvient que ça brûlait au-dedans de nous, qu'il y a quelque chose qui nourrissait le cœur, ou quand ces soldats disaient, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme, pour moi ça résonne très fort, effectivement, de pouvoir entendre Christ qui parle à notre oreille d'une parole rassurante. Et là, il y a pour moi, je pense vraiment aussi quelque chose qui est l'ordre de l'apaisement intérieur, autant quand notre système est en emballement ou en dépression, de pouvoir se raccrocher à tout cela. Voilà, donc c'est vraiment le message que je voulais vous laisser, de se dire qu'il y a des choses concrètes dans le matériel à faire, mais que tout soit vraiment dirigé vers notre espérance en Jésus-Christ qui nous anime. Merci.